Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. La Guinée se souvient de ses morts suite au crash d'avion qui a coûté la vie au général de division Kéléfa Diallo, chef d'état-major général des armées, et 10 de ses compagnons, tous morts le 11 février 2013. Dans l'actualité également, le gouvernement guinéen annonce la récupération du patrimoine bâti public. Nous irons également au cinéma à Dubrika où de jeunes réalisateurs et producteurs sont en évaluation pour la renaissance du cinéma guinéen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 11 février 2013, 11 février 2014, il y a de cela un an que de hauts gradés de l'armée guinéenne périssaient dans un crash d'avion à Monrovia. Le général de division Souleymane Kéléfa Diallo et 10 de ses compagnons étaient à bord du CASA de l'armée guinéenne pour une mission ce matin à la base principale aérienne de Conakry. L'on se souvient de ces vaillants soldats à travers des prières et la lecture du Saint-Coran. Sergent Alassane Djabi. Ici, à la base principale aérienne de Conakry, militaires sans connaissance et représentants des institutions étaient combinés de vaillants soldats morts dans l'accident d'avion à Monrovia le 11 février 2013, dont l'ancien chef d'état-major général des armées, Souleymane Kéléfa Diallo. À ce jour mémorable, souvenons-nous d'eux et rendons grâce à Dieu Tout-Puissant que ce fait point de mal afin qu'il les accepte dans son paradis éternel. En tant qu'être humain, cela montre la précarité de la destinée humaine. Mais en tant que nation, c'est un ciment pour l'unité nationale. Vous savez, l'armée guinéenne, c'est le creuset de l'ensemble du peuple de Guinée. Et ces familles qui sont unies dans la douleur nous montrent qu'en fait, nous sommes réellement une famille. À l'occasion de cette commémoration, les épouses des militaires disparus ont exprimé leur gratitude à l'endroit des uns et des autres pour tout le soutien apporté. Nous vous remercions pour votre soutien moral et matériel que nous avons reçu depuis ce jour inoubliable. Voyant les larmes du chef d'État au palais du peuple, le jour du retour des dépouilles, nous avons été rassurés dans l'avenir pour le soutien de nos enfants laissés par nos défunts maris. Le Diassa d'or décerné à titre posthume au feu commandant Malal Diallo par le département de la communication a été remis à sa famille par le ministre délégué à la défense nationale qui évoque le souvenir encore très présent des 11 valeureux soldats. Aujourd'hui, l'armée devra être encore plus unie, plus consolidée pour ne jamais oublier l'œuvre de ces valeureux soldats. Cette rencontre a en outre permis au grand imam de la mosquée Faisal de prodiguer de sages conseils et de formuler des prières après la lecture du Saint-Coran pour qu'Allah répande sa grâce sur la Guinée et sur les illustres disparus. Un autre crash d'avion à cette date anniversaire, un avion militaire algérien s'est écrasé ce mardi dans l'est de l'Algérie. On déplore une centaine de morts et un survivant a été retrouvé selon un officier de la protection civile cité par la radio publique. L'avion transportait 103 personnes, des militaires et leurs familles. Vers la relance du projet de la compagnie Air Mano au siège de l'Union du fleuve Mano à Freetown est le sujet mis en examen par des experts en transport aérien. Le secrétaire général de l'Union a été sollicité par les chefs d'État membres pour relancer cette compagnie dont les premières tentatives datent de 1989. La démarche vise à renforcer l'intégration économique à travers une ou des liaisons aériennes. Isidore Nanamo et Fode Niagasola sont nos envoyés spéciaux à Freetown. À Freetown, capitale de la Sierra Leone, le secrétariat général de l'Union du fleuve Mano s'active dans la relance du projet de la compagnie Air Mano. Initié en 1989, ce projet n'a pu être concrétisé à cause des turbulences politiques au Libéria et en Sierra Leone à l'époque. Mandaté par le chef d'État de l'Union du fleuve Mano, Adja Sarandaraba voit en ce projet un véritable instrument d'intégration économique.
L'objectif principal de l'organisation est le développement économique et l'intégration de la sous-région. La mobilité est un indicateur extrêmement important pour cela. Aujourd'hui, les 4 États membres ont de grandes ambitions en matière de développement minier, en matière de développement humain, tout court, n'est-ce pas? Nous avons l'ambition de faire de nos États des États émergents. Et qui parle d'émergence parle de communication. Qui parle de communication parle de mobilité. Nous sommes un espace de 50 millions d'habitants et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il est nécessaire que nous puissions nous mouvoir dans notre espace parce que le temps, c'est de l'argent. Venus de plusieurs horizons, les experts chargés d'accorder les violons sur les tenants et les aboutissants du projet saluent l'initiative. Les travaux qui prendront fin demain mercredi seront sanctionnés par des recommandations. La Guinée et la Turquie s'engagent à fortifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Les femmes entrepreneurs doivent se rendre à Istanbul très bientôt. Elles prendront part à la foire commerciale dénommée le Pont du Commerce. Ceci dans le but de renforcer les liens entre les entreprises turques et guinéennes. Plus de détails dans ce point de presse suivi par notre reporter Tcherna Ousmane Diallo. Du 26 février au 2 mars prochain, la Turquie va organiser une importante foire commerciale uniquement dédiée aux femmes entrepreneurs d'Afrique. C'est le pont de commerce où sont invitées les Guinéennes. Si maintenant on peut faire le groupage de la Turquie en Guinée, là, il n'y a pas de problème. Ça nous arrange. Depuis janvier 2013, les relations de coopération entre la Guinée et la Turquie se sont intensifiées. Cette rencontre prévue dans quelques jours est un aspect de la coopération qu'entendent développer les entrepreneurs guinéens en collaboration avec TUSCON, une organisation d'industriels et d'hommes d'affaires turcs qui affiche ses ambitions pour le pays. L'objectif de TUSCON est entre autres promouvoir le développement des échanges commerciaux entre la Turquie et la Guinée. L'autre objectif de TUSCON est d'ouvrir une filiale à Conakry pour faciliter le déplacement des hommes d'affaires guinéens vers la Turquie et des hommes d'affaires turcs vers la Guinée. Déjà, au mois de novembre dernier, 45 opérateurs économiques et commerçants guinéens avaient participé à une foire sur l'alimentation, l'agriculture et les produits de grande consommation en Turquie. Auparavant, le ministre de la Coopération s'y était rendu pour renforcer l'axe Conakry-Ankara. Plus que jamais, les deux pays sont décidés à développer les échanges commerciaux. Hier, c'était l'Europe, aujourd'hui, c'est la Chine. Mais demain, les Turcs veulent que demain soit la destination de tout le monde vers la Turquie. Et ils en ont non seulement l'intelligence, ils en ont la force. Aujourd'hui, c'est la 16e économie. La Turquie est déjà présente en Guinée dans l'éducation avec le groupe scolaire La Citadelle. Mais avec le pont de commerce, ce sont près de 1000 entrepreneurs qui sont attendus. Une aubaine pour les Guinéennes de faire découvrir leur savoir-faire et comprendre le modèle turc de développement. Et puis ce message départ adressé à son Excellence Dr Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Excellence, Monsieur le Président, au moment où le peuple iranien célèbre le 35e anniversaire du triomphe de la révolution islamique iranienne, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre nos chaleureuses félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer avec vous à l'élargissement et au raffermissement constant des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux peuples. La République islamique d'Iran est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée au regard des excellents liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Veuillez accepter, Monsieur le Président, les sincères vœux de santé et de longévité que je formule pour votre Excellence, ainsi que ceux de progrès et de prospérité pour le vaillant peuple iranien. Haute considération, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République. L'Iran célèbre le 35e anniversaire de sa révolution islamique en Guinée. L'événement a été solennisé en présence de plusieurs personnalités du pays sous l'invitation de sa représentation dans notre pays. La révolution islamique iranienne coïncide avec l'arrivée au pouvoir du Dr Hassan Rouhani, l'homme qui a toujours œuvré pour les négociations nucléaires entre son pays et les grandes puissances. Dans ce cadre, Son Excellence Dr Hassan Rouhani, président de la République islamique,
L'Iran, lors de son voyage à New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, a proposé une résolution sous le nom « Un monde sans violence et extrémisme ». 2 mois après son séjour à New York, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 18 décembre 2013, à la majorité absolue des pays membres, la résolution proposée par le président de la République islamique d'Iran. Cette fête anniversaire marque la prise du pouvoir le 10 février 1979 par l'imam Khomeini et la chute du régime de Shah d'Iran. 35 ans après, l'Iran réalise d'importants progrès dans les domaines économiques, sanitaires et énergétiques. Et nous, la nouvelle génération, c'est nous qui va continuer la révolution et c'est nous qui doit garder notre révolution et nous allons continuer dans le chemin de nos parents. Plusieurs personnalités guinéennes ont rehaussé de leur présence cet anniversaire. Le ministre d'État chargé des Affaires étrangères a mis l'occasion à profit pour réaffirmer le renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et Téhéran. Je crois que la présence non seulement du président de l'Assemblée aujourd'hui, mais des membres du gouvernement et de plusieurs députés témoigne de la volonté de notre gouvernement d'insuffler justement à ces relations l'élan souhaité par nous tous. La Guinée et l'Iran entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Aujourd'hui, ces deux pays entendent redynamiser davantage leurs liens avec la volonté affichée des présidents Dr Hassan Rouhani et le professeur Alpha Condé. Comment valoriser la pêche artisanale en Guinée? Cette question préoccupe les partenaires étrangers et le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. C'est dans cette optique qu'une mission mixte de la Banque mondiale, du NEPAD et de la Commission sous-régionale des pêches est à Conakry pour trouver la réponse à cette question. Pour ce faire, la mission s'est rendue sur les ports de Boulbiné et de Timénétaï. Reportage Adjatou Bari et Gassama Diaby. Faire un état des lieux des filières de la pêche afin d'apporter un soutien à son développement, voilà la principale ambition de cette mission qui séjourne en Guinée. C'est pourquoi la délégation s'est rendue dans les différents ports de pêche pour identifier les problèmes qui assaillent le secteur. La vétusté de nos moyens de production, moteurs hors bord, filets, etc., les prix des intrants sur le marché sont hors de portée de la bourse des pêcheurs. Le taux de motorisation en baisse. Pour nous permettre donc de nous acquitter convenablement de notre devoir, à savoir fournir régulièrement du poisson aux populations en quantité suffisante, nous sollicitons au nom de toutes les composantes de la pêche artisanale votre appui. Après la visite des débarquements, les hangars de vente et de fumage du poisson du port de Boulbiné, la mission s'est rendue au chantier naval de la Belle-Vue. Ici, il est question de construire un complexe de pêche. Quand on parle de complexe pêche, ça veut dire qu'on prend l'air de débarquement jusqu'au le traitement et la vente. Et on cherche surtout un site qui se prête, si vous voulez, à la création d'emplois et à la création de valeur ajoutée pour que ça bénéficie davantage au pays. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture entend élaborer un plan stratégique pour mener à bien un partenariat fécond avec les investisseurs étrangers, une démarche qui pourrait sans doute relancer la pêche artisanale. La ministre de l'Industrie a conféré avec les femmes de son département, Fatoumata Binta Diallo, a informé le gouvernement de retirer leur engagement de la mission de ce département pourvoyeur de croissance industrielle et économique. Redynamiser la production industrielle au renouvellement des partenaires bi- et multilatéraux, appuyer les petites et moyennes entreprises de femmes et lutter efficacement contre la contrefaçon des produits industriels, tels sont entre autres défis à relever par le ministère. En compte entre la ministre, le département s'inscrit dans cette logique. Nous sommes contents le fait de nommer une femme comme ministre de l'Industrie avec l'appui des cadres du département qui sont les hommes. Les objectifs seront atteints. Aujourd'hui, les femmes montrent qu'il y a un nouveau départ et nous les accompagnons. Satisfaite de la marque de confiance du chef de l'État à l'endroit de Hadja Fatoumata Binta Diallo pour diriger ce département stratégique porteur de croissance, ces femmes se disent déterminées à l'accompagner sur le chemin de la réussite et du progrès. Je suis très émue par cet accueil chaleureux
cette disponibilité dont elles font montre, cela me motive davantage à relever ce défi et je vais travailler avec mes collaborateurs, avec ces femmes qui viennent de m'exprimer leur disponibilité et tous ces collaborateurs que j'ai rencontrés. Le département ministériel important du gouvernement figure en bonne place, celui de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, un secteur pourvoyeur de ressources et générateur d'emplois. La problématique de l'emploi des jeunes est le cheval de bataille du ministère de la Jeunesse. Moustapha Naïté a échangé avec la directrice Pays PNUD sur la mise en œuvre des projets issus de la retraite de Kamsar. Plusieurs axes ont retenu l'attention des deux personnalités, toute chose qui contribuera à l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Le point avec Adel Kamara. Le ministère de la Jeunesse a besoin de partenaires financiers pour accompagner la feuille de route assortie de détails précis adoptés lors de la retraite de Kamsar. Les 4 jours de travaux avaient permis de cibler des projets innovants, une quinzaine que les cadres ont déclinés dans un document de politique nationale. Et c'est ce document que le département de la Jeunesse et Emploi Jeunes a présenté aux émissaires du programme des Nations Unies pour le développement. Cet échange que nous avons avec la directrice du PNUD nous réconforte dans notre démarche, nous rassure dans notre démarche quant aux priorités que nous nous sommes fixées et quant aux actions qui sont déjà en cours pour donner une cohérence à notre démarche. Ceci est extrêmement important pour que les jeunes sachent ce qui est en train d'être fait pour eux. Les partenaires prennent acte de la volonté du département de s'intéresser de près aux problèmes de la jeunesse. Ils promettent ainsi d'accompagner le nouveau ministre dans sa préoccupation de créer de l'emploi en mettant en application sa feuille de route dans les 18 prochains mois. Pour le PNUD, aujourd'hui, nous avons déjà des activités inscrites dans notre plan de travail annuel. Ces activités sont autour de l'emploi, la création et la promotion de l'entreprise. On a aussi des activités pour l'agro-entrepreneuriat qui fait partie de l'une des priorités pour les entreprises rurales. On a aussi ce qu'on appelle le programme volontariat qui fait partie de ce qui est inscrit dans l'axe de jeunesse et activités socio-éducatives. À travers le Fonds de consolidation de la paix, nous avons déjà des activités en cours et M. le ministre va pouvoir capitaliser sur ces activités. Le programme des Nations Unies pour le développement a justement dans son plan d'action un volet réservé aux jeunes et leurs préoccupations. Sa volonté d'accompagner le ministère de la Jeunesse arrive dans un contexte où ce département, comme tous les autres de ce gouvernement, est assigné à produire des résultats. Autre titre de cette édition, la récupération du patrimoine bâti public dans la feuille de route du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana dans un communiqué rendu public par le porte-parole. Cette détermination du gouvernement de redonner une nouvelle fraîcheur au patrimoine immobilier de l'État vise à faire bénéficier la population de ses biens mobiliers et immobiliers. Adiatou Bari nous en dit plus. Comme ces édifices, nombreux sont les patrimoines publics à titre divers possédés par des fonctionnaires en service ou retraités. Des infrastructures que le gouvernement entend revoir la cession. L'objectif, c'est effectivement, comme le communiqué le dit, faire de telle sorte que l'État soit remis en pleine possession de tout ce qui lui appartient, et notamment tout ce qui est immeuble, terrain et ainsi de suite, se retrouve dans les mains ou en possession, ou en tout cas en pleine jouissance d'un certain nombre de personnes ou de structures, alors que ça ne devrait pas être le cas. L'identification de l'ensemble des sites concernés est en cours. Une commission spéciale est mise sur pied pour effectuer le travail. Le patrimoine bâti a déjà une commission qui travaille là-dessus. Donc dans certains cas, ça s'est fait normalement. Dans d'autres cas, c'est plus difficile. Personnellement, j'ai l'exemple de l'école d'Onka où les gens ont très vite compris qu'il fallait qu'ils libèrent des entrepôts, des hangars qui appartenaient à l'école et qui devaient servir à des classes. Ça s'est fait naturellement. Ça a pris un peu de temps, mais finalement, les gens sont exécutés et on entend poursuivre de la même manière partout où la situation sera la même, en espérant que les gens feront preuve de bonne foi et surtout d'esprit patriotique. À terme, une nouvelle politique de gestion du patrimoine bâti public verra jour. Le gouvernement promet d'assainir ce secteur.
Parlons de la problématique domaniale qui se pose avec acuité à Dubreka. Une bataille judiciaire oppose la direction de la douane et un propriétaire domanial guinéen vivant à l'étranger. Le contentieux porte sur l'attribution des lots 2, 3 et 4 sur le site de Kénindé Plateau. La construction d'une école de douane est en jeu. Quant à la justice, elle vient d'interpeller les services de l'habitat de la préfecture à mettre fin à cette confusion. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse dans ce reportage de Tierno Younoussaba. L'affaire remonte à 2006 lorsque la direction des douanes pour des besoins de construction d'une école nationale demande et obtient des autorités préfectorales de l'habitat de Dubreka les lots 2 et 4 sur le site de Kénindé Plateau. Peu après, en 2007, la famille Girassi, dans l'optique de construire des infrastructures sociales, obtenait sur les mêmes lieux le lot 3. Dans la mise en œuvre de leur projet, les deux parties se retrouvent nez à nez sur le terrain. La famille Girassi accuse la douane d'empiètement de domaine et saisit la justice. Une bataille judiciaire déclenchée conduit les acteurs à la justice de paix de Dubreka. Après examen du dossier, cette juridiction renvoie la douane à jouir de ses lots 2 et 4 et la famille Girassi du lot 3. Le terrain nous a été octroyé en 2006 et le monsieur dont vous parlez, Girassi, a obtenu son terrain en 2007. Il a assigné la douane au tribunal de Dubreka qui a reconnu la propriété de la douane sur les lots indiqués et il a délivré notre grosse de jugement. Nous sommes en train de réaliser les travaux de l'école. C'est la direction préfectorale de l'habitat de Dubreka qui peut lever l'équivoque. Le lot 3 nous appartient. Le lot 3 nous appartient parce que les documents attestent et la justice l'en a approuvé. Les témoignages sont venus 2 fois de suite, ils passaient en justice là-bas, c'est approuvé que le lot 3 nous appartient. Les 57 parcelles du lot 3 nous appartient. Chaque fois qu'on voulait entreprendre des activités dessus, la douane nous empêchait de dire que c'est pour eux. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de la justice a rendu, cette ordonnance a été grossifiée et leur conseil, M. Segbelemo, a reçu copie et nous a notifié que quoi, ils ont reçu que la douane a le lot 2 et le lot 4 au lieu du lot 3. Mais le hic dans cette affaire est que si sur le papier les lots dont il s'agit sont bien définis, sur le terrain, la confusion est totale. Sur le site, d'autres contentieux pourraient même bientôt naître, avec la construction des murs ici et là par des particuliers. Une situation d'autant plus préoccupante que même les services de l'habitat ont du mal à départager physiquement les parties au contentieux. Sur place, le juge de paix de Dubreka interpelle les 10 services à faire la lumière et toute la lumière sur cette problématique. Aux dernières nouvelles, la préfecture a entrepris de concilier les parties. Mais pour quand et comment? Attendons de voir. Et puis cette brève en images, violence dans les quartiers de Conakry. La voiture du directeur technique de la RTG Coloma a été pris d'assaut et a été pris pour cible hier par des manifestants. C'était en haute banlieue. La voiture de service a été caillassée par des jeunes qui réclament le courant. Le gouverneur de Conakry appelle les citoyens à la retenue et de s'abstenir sur tout acte de vandalisme. Autre sujet, séminaire d'information et de sensibilisation sur la chaire genre à l'Université Générale Lassana Conté de Sonfonia. Organisateurs, participants et étudiants ont longuement échangé sur le concept du mot genre avant de se pencher sur les disparités entre les sexes dans l'enseignement en Guinée. Abdul Aziz Baldé, reportage. Faire connaître le concept genre par les différents secteurs publics et privés du pays, tel est le grand défi de ce séminaire d'information et de sensibilisation ici à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Pour cette première rencontre, organisateurs et participants ont échangé sur le concept du mot genre, généralement méconnu par la plupart des couches sociales. Il est à noter que le genre doit être compris comme un outil collégial des hommes et des femmes dans la recherche des solutions qui sont à la fois pratiques et basées sur des principes, parmi lesquels la répartition équitable du pouvoir politique, économique, ainsi que les autres opportunités sous-jacentes. Nous avons organisé ce séminaire pour faire connaître la chaire à de nombreuses personnes, parce que c'est une chaire qui n'est pas tout à fait connue. Quand on parle de genre, les gens pensent que ça se limite qu'aux deux sexes, c'est-à-dire à l'homme et la femme. Pourtant, ce concept, il ne se limite pas à ces deux. Ce concept s'intéresse aussi au rapport de génération, c'est-à-dire entre les jeunes et les personnes âgées.
Créée depuis 1996 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la connaissance du genre revêt une importance capitale au sein de la population, avec pour effet d'éliminer toutes les disparités entre les sexes à tous les niveaux de l'enseignement d'ici 2015. Le genre ne soit pas seulement un cours donné à l'intérieur d'une faculté qu'un étudiant reçoit pendant 3 ans, mais qu'on puisse véritablement donner un enseignement diplômant sur les questions de genre. Selon les organisateurs de cette rencontre, le genre est un concept mal perçu par certains acteurs du système éducatif. Une chose qui rend difficile sa réelle prise en compte dans les programmes et projets nationaux. Le festival de films a pris fin à Dubrika. Pendant 3 jours, les œuvres de jeunes réalisateurs et producteurs ont été évaluées par des experts. L'événement a suscité un réel engouement. L'espoir sur la relance du cinéma guinéen. René, compte rendu Moussa Komara. La bataille du cinéma n'est pas perdue en Guinée. Un ancien étudiant de l'Institut des Arts de Dubrika vient d'attirer l'intérêt autour du 7e art par l'organisation du festival de premiers films. Chez les anciens, l'espoir renaît. Quand on tient compte du fait que le premier réalisateur africain, l'un des tout premiers, vient de la Guinée, dans un film déjà fait vers les années 53, l'un des tout premiers comédiens qui vit encore, qui est un ancien diplomate, M. Nabioula, dans un film dénommé La plus belle des vies, tourné entre l'Abe, Conakry et la France. Quand on pense aux anciens, les Costades, les Marlon, Sekoumar, Moussa Kemoko Diakité, et un tant d'autres, et plus près de nous, Cheikh Doucouré, Mohamed Kamara. C'est tout un monde, tout un beau monde. Et nous, à notre tour, nous n'avons pas le droit de sacrifier ce métier, de le laisser pour compte. Pour ce premier festival de premiers films, une trentaine de productions sont passées en revue par des experts. Quelques faiblesses sont relevées dans le but de qualifier les œuvres. Et ce que je vois là, c'est une pépinière qui bouge, qui essaie d'émerger. Et moi, personnellement, en tant que professionnel, ce qui manque à tout ce que je vois, c'est la formation. Les scénarios ne sont pas tout à fait aboutis, en général. Il reste encore du travail à faire pour pouvoir aboutir, pour que les sujets soient aboutis, afin qu'ils puissent continuer dans cette trame. Les jeunes réalisateurs et producteurs apprécient l'apport des aînés. Ils sont déterminés à exprimer leur talent et savoir avec professionnalisme pour marquer leur présence. L'intérêt pour nous, c'est permettre d'abord le fait d'offrir aux jeunes amoureux du cinéma l'opportunité d'exprimer leur envie, leurs rêves, l'opportunité de montrer leurs œuvres. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt, parce que nous avons remarqué que nous sortons de l'ISAG, et puis quoi? Nous sortons pour sortir. Désormais, les étudiants de l'Institut des Arts de Guinée sortiront avec l'engagement ferme de faire revivre le cinéma guinéen dans le pays et partout dans le monde. Religion à présent, avec la reprise des activités de Zoroislam. Cette troupe islamique est un instrument d'information et de sensibilisation sur les pratiques néfastes telles que la délinquance et la violence, entre autres. La troupe vient d'organiser une lecture du Saint-Coran à Kobaya. Yaya Sila nous signe ce reportage. Après un temps d'arrêt, Zoroislam de Guinée renaît de ses cendres par cette lecture du Saint-Coran organisée ici à Kobaya. Au Matouk national Zoroislam, la Guinée-Biri-Naran-Colon. Votre troupe théâtrale qui lance ici ses activités. Il s'agit de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce de Dieu pour le pays et pour le gouvernement. L'organisation des cantiques, sensibilisation sur la paix et l'unité nationale et la campagne sur le respect des valeurs morales sont entre autres objectifs de Zoroislam, nouvelle formule. Sa direction se propose d'aller à la rencontre des fidèles musulmans pour prêcher la paix. Tout le monde doit être jaloux pour le développement de la Guinée. Que notre pays soit comme les États-Unis ou la France. A rappeler que l'association Zoroaslam est
la seule troupe théâtrale à produire des sketchs vidéo et radiophoniques depuis plusieurs années. Le PDG du groupe Skybank en visite en Guinée, une occasion pour la représentation de l'entreprise basée en Guinée d'offrir un cocktail à l'honneur de ses hôtes. Objectif, discuter avec les partenaires des voies et moyens qui permettront l'évolution des activités de cette banque et être plus proche des clients afin de les satisfaire. Reportage Aïssatou Oumoudialou. Ce dîner d'affaires a regroupé les partenaires et autres actionnaires de Skybank. Skybank est en Guinée depuis le 29 mars 2010. Elle compte une cinquantaine d'agents. Elle appuie la bonne gouvernance dans le secteur bancaire et l'emploi des jeunes. Malgré ses avantages, son PDG a des visions pour la Guinée. Il y a de poursuivre ce qui se fait, ensuite renforcer le capital social de la banque, créer de nouvelles agences afin d'être plus proche de notre clientèle et pouvoir contribuer au développement de leurs activités. Le directeur général pays lui a mis l'accent sur les avantages que cette banque accorde à ses clients. Nous avons mis l'accent sur le financement des investissements. Première particularité. Deuxième particularité, c'est la qualité de nos services. Déjà sur le terrain, Skybank intervient dans plusieurs domaines socio-économiques. Une intervention appréciée par les partenaires. La Skybank, c'est une grande banque. Nous sommes leurs premiers clients. Nous sommes établis ici depuis 2009 et nous avons été dès le premier jour leurs clients. À écouter les décideurs de cette institution qui a la vocation à la fois de faire la promotion de l'économie guinéenne à l'instar des autres pays où ils sont déjà présents. En tant que Guinéen opérateur, c'est un encouragement que je vois à l'horizon. A signaler que Skybank a un capital de 59 milliards de francs guinéens. Avec son siège basé à Lagos au Nigeria, Skybank est aussi présente dans des pays comme la Sierra Leone et la Gambie. La Guinée reste ouverte à tout partenariat pour asseoir les bases d'une bonne gouvernance au service du peuple. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une belle nuit accompagnée des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.